Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'accessibilité. On vous parle depuis plusieurs années de comment on rend un site accessible. On vous parle de normes, on vous parle de checklists, on vous parle d'outils automatiques, enfin de plein de choses sur l'accessibilité, mais ça peut être un petit peu flou. Mais on vous dit rarement aussi pourquoi on parle de l'accessibilité. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça vaut le coup? Pourquoi c'est pas juste un effet de mode? Un effet de mode qui a plus de 20 ans, c'est plus un effet de mode. Pourquoi c'est pas juste une case à cocher aussi? Et c'est ce à quoi je vais répondre pendant ce talk, et je vais vous apporter un max de cas concrets pour que vous puissiez vous référencer à des choses de la vraie vie. Et voilà. Mais avant, je voudrais quand même savoir à qui je parle un petit peu. Donc déjà, qui ici trouve que l'accessibilité, c'est un truc réglementaire flou et chiant? On lève la main. Je comprends. Qui est venu par curiosité ou parce que ça l'intéresse sans savoir? C'est bien aussi. Qui bosse ou a déjà bossé sur des sujets d'accessibilité? Donc pas mal de publics plus ou moins déjà conquis. Et qui ici vient vérifier que je dis pas trop de conneries? Bon, de quoi on va parler? Je vous fais un petit spoiler. On va parler des obligations légales. Je suis obligée de passer par là, mais je l'ai mis en premier, comme ça je vous aurai endormi et je vous réveille après avec des trucs un peu plus sympas. Après, on va parler thunes, de rentabilité. Après, on va parler des valeurs humaines. Et puis, si on a le temps, on va faire des petites questions-réponses. D'abord, qui je suis, moi? Alors, moi, je suis une développeuse full stack depuis 7 ans, avec une appétence particulière sur l'inclusion au sens large. Et donc, je me suis tournée assez facilement vers l'accessibilité. Je suis aussi membre de Shodo. C'est une ESN orientée craft, avec des gens formidables, qui a tendance à faire ce qu'elle dit et qui dit ce qu'elle fait, et c'est super chouette, et qui travaille pour la justice sociale au sein de l'entreprise. Donc il y a plein d'actions dans ce sens, comme par exemple une grille de salaire transparente que vous pouvez regarder sur Internet, ou une assemblée non mixte pour faire avancer les droits des femmes dans l'entreprise. Donc ça a amené par exemple les congés menstruels. Je suis aussi membre de l'association Compositech. C'est une association militante pour les femmes, personnes trans et personnes non binaires de la tech. Et je suis membre active de l'association Yeso. C'est une association qui lutte pour rendre le monde de la tech plus équitable entre les hommes et les femmes, en donnant ou en redonnant confiance en elles aux femmes qui entrent ou qui sont dans la tech. Et ça passe par le mentorat, les formations, les meet-up, en mettant en place un certain nombre d'actions vraiment concrètes. Il y a aussi la mise en place d'un réseau de rôle modèles. On a des portraits qui sont publiés toutes les semaines de femmes de la tech. Et je fais aussi partie des personnes qui organisent des meet-up. On a fait le premier meet-up de Yeso à Nantes il y a 3 mois, et il y en a un qui arrive le 10 juillet. Et Yeso a aussi récemment sorti un livre, je ne vais pas faire un million de pubs dessus, mais un livre sur plusieurs rôles modèles de la tech. Il y a 52 portraits et des articles autour de la diversité dans la tech, avec des clés pour démarrer des actions dans ce sens-là, si jamais ça vous intéresse. Je vous propose de gagner éventuellement un livre après cette conférence, en venant me voir, si vous êtes capable de me trouver le nom d'une femme de la tech à recommander pour l'édition de l'année prochaine. Le livre est ici, si ça vous intéresse. Bref, tout ça, c'est beaucoup de branches de ma vie qui se sont axées assez naturellement vers la défense de l'inclusion au sens large, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que même si c'est relou, l'accessibilité, c'est important. Je vous ai fait le script de tout ce que je vais raconter aujourd'hui, donc si jamais vous avez besoin d'un truc à suivre pour comprendre ce que je dis et relire, et peut-être que les sous-titres sont... Enfin, c'est de l'automatisme, donc c'est pas forcément super bien. Donc vous avez le script. Comme c'est la première fois que je le fais, je ne vais pas beaucoup dévier du script, donc normalement il n'y aura pas énormément d'improvisation. Voilà. Donc on commence par qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Concrètement, pour vous donner un exemple, on peut imaginer une porte avec une marche devant. Il y a beaucoup de marches dans cette université, je pense que vous pouvez voir. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à y accéder. Il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes en fauteuil, des personnes qui poussent une poussette ou qui sont en béquille. Si vous ajoutez une rampe, vous rendez le lieu plus accessible à ces personnes, vous rendez la vie plus facile aux autres. Voilà, ça c'est
un cas d'accessibilité. L'accessibilité au sens large, c'est permettre à toutes les personnes d'accéder à un service, à un produit, à un lieu, à une information en totale autonomie. Quelles que soient ses capacités physiques, sensorielles, mentales, cognitives, et quelles que soient les contraintes de son environnement. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'accessibilité numérique. Donc, c'est permettre à tout le monde d'utiliser un service, un site, une application, quel que soit son handicap, qu'il soit permanent, temporaire ou contextuel. Voilà. Et donc, pour ça, on doit inclure tous les utilisateurs et les utilisatrices. On parle de personnes aveugles, on parle des personnes malvoyantes, sourdes, malentendantes, à mobilité réduite, paralysées ou avec des troubles cognitifs. Et aussi des personnes dont vous ne voyez pas forcément le handicap, les neuro-A, les seniors, les utilisateurs temporairement handicapés. Les plus réveillés d'entre vous auront peut-être entendu que je parle aussi des personnes valides. Parce qu'on peut parler de handicap situationnel. Bon, il y a l'exemple de quand on a des contrastes élevés sur une application, ça permet de pouvoir regarder son application en plein soleil, par exemple. Mais il y a aussi de l'accessibilité via l'internationalisation, parce que en fait, on parle aussi des personnes dont la langue n'est pas forcément la langue maternelle, et donc il faut pouvoir traduire ce qui peut se passer. Voilà. Et il y a aussi utiliser un langage simple. Vous avez peut-être entendu parler des FALC. C'est des trucs faciles à lire et à comprendre. Et avec ce dernier, vous touchez autant les personnes qui ont une utilisation approximative de la langue que les personnes qui peuvent avoir des problèmes cognitifs, mais aussi les personnes pas forcément très à l'aise avec la technologie ou pas très à l'aise avec les termes barbares de l'administration française, par exemple. L'accessibilité, donc, c'est aussi faire en sorte qu'on ait tous et toutes accès au même niveau d'information, quel que soit le handicap, pareil, qu'il soit permanent ou situationnel. En France, on a des obligations légales sur l'accessibilité. Il y a plusieurs jalons qui ont fait progresser ces obligations depuis 2005, mais je ne vais pas vous saouler avec tous les jalons et les détails. Vous les trouverez dans les ressources, il y a déjà beaucoup à dire, si jamais vous voulez aller plus loin. Je vais surtout vous expliquer en quoi cette loi consiste, qui est concerné et ce qu'on est censé appliquer et ce que vous risquez en fait légalement à vous en foutre. Concernant le web, on a un cadre légal avec un référentiel qui vous dicte les différentes règles que vous devez suivre pour qu'on estime que votre site est accessible. C'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RGAA. Ce référentiel est beaucoup basé sur le Web Content Accessibility Guideline, le WCAG, c'est une documentation qui est hyper complète, qui rassemble les différentes normes d'accessibilité selon les contextes et les besoins. Vous pouvez même y trouver des design patterns spécifiques à certains composants de tous les jours ou des composants un petit peu plus complexes, genre les carousels que vous devriez abandonner. La France, à partir de ce week-end, sera concernée par un autre cadre légal un petit peu plus large, c'est celui de l'European Accessibility Act. C'est une directive qui étend les obligations d'accessibilité à plusieurs secteurs du privé. Donc, il n'y a plus que le public qui est concerné, il y a d'autres personnes. Justement, qui est concerné ? Mes notes ne sont pas dans l'ordre de la slide, je suis désolée. Donc on a les organismes de droit privé à mission de service public. On a les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec la loi de 2005. On a les services à destination de consommateurs, donc les B2C, dont les entreprises qui ont plus de 10 personnes chez eux, ou plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Et ça, c'est l'adaptation de l'European Accessibility Act qui arrive ce week-end. Donc dedans, on a tout ce qui est public, les transports et les commerces, les banques. Bon, les banques sont déjà concernées parce qu'elles font partie de ceux qui ont plus de 250 millions d'euros aussi. La téléphonie, les médias audiovisuels, le e-commerce. Je crois que je suis en train de perdre le micro. C'est bon ? C'est OK. Les écrans et bornes interactives d'information ou de vente en libre service. Donc ça compte, genre au McDo, on doit tous pouvoir utiliser la borne, quel que soit le handicap. Les sites internet, les applications mobiles et les terminals de paiement. Voilà. Donc, on a des obligations de conformité et d'accessibilité. Et alors, pourquoi on se ferait chier ? En fait, vous risquez des sanctions.
Pour le privé, les obligations sont pas ouf, c'est des obligations déclaratives. C'est-à-dire que vous avez juste à mettre une mention du niveau d'accessibilité sur la page d'accueil de votre site ou de votre application, une page d'accessibilité avec les déclarations d'accessibilité, donc ça veut dire ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Et ces 2 points, c'est des choses qui sont annoncées et faites après un rapport d'audit que vous faites de préférence avec un professionnel externe à votre organisation, humain. Parce qu'on n'automatise pas les audits, ça ne fonctionne pas. Et le signalement d'un moyen de contact dédié pour porter assistance aux personnes qui ont besoin d'accessibilité. Et enfin, un schéma pluriannuel qui décrit le plan d'action de mise en accessibilité pour que votre site, votre application, tout ça devienne accessible. Pour le moment, il n'y a pas encore d'obligation de conformité. C'est juste une obligation d'exactitude quant aux déclarations. Ça veut dire que si vous ne suivez pas le schéma pluriannuel que vous avez vous-même publié sur votre site et que le document reste sans bouger pendant plusieurs années, vous risquez aussi des sanctions. C'est un document qui est censé être vivant et qui est censé être votre promesse de faire des choses et donc vous devez les faire. Dans le public et les organismes à mission publique, c'est la même chose, mais on ajoute des sanctions pour la non-conformité. Ces obligations évoluent assez régulièrement, donc il n'est pas impossible que les obligations d'accessibilité deviennent plus rigoureuses plus tard, aussi pour les entreprises du privé. Donc autant se préparer au maximum avant que ça nous tombe dessus, comme la RGPD par exemple. Ça, c'est toutes les autorités de contrôle qui vont surveiller et sanctionner. Je vous mets la liste à titre indicatif parce que, en fait, selon le type d'organisme auquel vous appartenez et le type de service que vous proposez, ça va pas être les mêmes organismes qui vont s'en occuper. On a la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes pour tout ce qui est produits, services concernés par la directive européenne. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pour tout ce qui est services de communication électronique. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ça j'ai pas compris à quoi il servait, pardon. L'autorité des marchés financiers qui assure que les informations fournies aux consommateurs et leur niveau de complexité est compréhensible. Genre, ils en auront après vos CGU, par exemple. Il y a la Banque de France pour les méthodes d'identification, de signature électronique et les services de sécurité et de paiement. Et enfin, l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle du numérique pour le secteur public, ainsi que les services des éditeurs et distributeurs des services de communication audiovisuelle. Mais aussi pour les entités privées concernées par l'article 47. Et on a un état des lieux en France sur l'accessibilité qui n'est pas ouf. En 2023, l'ADULACT a mené une grande analyse sur plus de 33 000 sites publics. Il y a en moyenne 34 erreurs d'accessibilité par page sur les sites publics, alors qu'il y a une obligation de conformité d'accessibilité. Sur 247 démarches essentielles à l'État, on a 88% qui sont non conformes d'après la DINUM. On parle des démarches essentielles de l'État, celles où, en tant que citoyen, on doit les faire pour notre vie de citoyen. Et le fait qu'il y ait 88% qui soient non conformes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas les moyens de les faire. Enfin, je trouve que c'est énorme. Il y a le baromètre Content Square qui a montré que 0% des sites des grandes entreprises françaises étaient conformes à 100%. Bon, après, c'est plutôt intelligent de dire que c'est pas conforme parce que ça évite de se taper une amende le jour où il y a une évolution et où on n'a pas vérifié que c'était bien conforme, cette évolution. L'Observatoire de Access Score a aussi analysé 28 000 sites. Et d'après leurs observations, il n'y a que 1,9% qui affichent une fiche d'accessibilité complète. Et enfin, la Fédération des Aveugles de France a refait un audit en 2024. Il y a moins de 1% des sites au total dans ce qu'ils ont analysé qui étaient conformes. Là, je vous ai parlé surtout du cas français, qui concerne spécifiquement les services des consommateurs, mais il y a des problèmes un petit peu plus larges. Par exemple, quand vous avez des outils internes, ça on a souvent des outils internes développés par l'entreprise, qui n'est pas destiné aux clients, mais donc vraiment juste à vos employés ou à vos prestats, et que ces outils internes ne sont pas accessibles,
et que vous n'avez pas d'alternative pour pouvoir permettre à un employé de travailler dans des conditions aussi efficaces qu'une personne valide, eh ben, vous pouvez vous dire bah, j'ai juste pas employé une personne handicapée. Sauf que le problème, si vous vous dites ça, c'est que ça s'appelle de la discrimination. Et donc vous risquez, enfin c'est puni par la loi, vous pouvez tomber sur le coup du code pénal et il peut y avoir amende et peine de prison. Enfin, si on peut éviter, c'est bien. Et dans le cadre du code de travail, vous risquez aussi d'avoir à payer des dommages-intérêts à la personne discriminée si elle a des preuves que c'est la raison pour laquelle vous l'avez discriminée. Ou vous voir forcer à payer des formations de sensibilisation contre la discrimination. Et bien évidemment, la réputation de l'entreprise peut en pâtir parce que les jugements sont publics. Dans le cadre de l'Europe, selon le pays où le produit est implanté, il y a des obligations et des sanctions qui peuvent être différentes. Donc vous pouvez avoir une application française, si elle est dans certains autres pays d'Europe, c'est les obligations de ces pays qui sont à prendre en compte. Donc ça, il y a des trucs plus ou moins contraignants, plus ou moins élevés, mais par exemple, il y a la BITV en Allemagne ou en Suède, où les règles sont plutôt strictes pour les sites publics, par exemple. Et on a aussi le cas de l'international, même si aux États-Unis, il y a un petit peu du flou, l'ADA existe toujours aux États-Unis. En 2018, il y a un utilisateur aveugle qui a intenté un procès contre Domino's Pizza. Parce que le site et les applications étaient totalement inutilisables pour un utilisateur de lecteur d'écran. À ce moment-là, l'ADA a été invoquée. Et même si cette loi avait été créée avant la démocratisation des services web, l'utilisateur a fini par gagner le procès. Parce que l'ADA s'applique aussi aux services du numérique. Et l'entreprise a fait appel, mais la Cour suprême a refusé de l'entendre. Donc elle a validé cette décision. L'entreprise a perdu, a dû payer des frais d'avocat, a été impacté assez lourdement sur sa réputation et a dû refondre totalement son site et ses applications. Et le procès a un peu lancé un réveil pour pas mal de monde sur l'accessibilité à ce moment-là. C'est pas 2018, c'est une autre année. Hein. Pardon. Je me souviens plus de la date exacte, ça sera vérifié. Et ce procès, parce que bah, du coup, l'accessibilité, c'est un luxe, c'est pas une nécessité. Et donc l'ADA, c'est pour l'American with Disability Act. C'est une grosse loi de 1990 qui interdit toute discrimination basée sur le handicap aux États-Unis. Ça couvre tous les services vers le public, les hôtels, les restaurants, les transports, les différents services, mais aussi les sites web, les applications mobiles. Et donc, si tu sers un public américain ou que tu as des employés américains, bah, ton site doit être accessible. Du coup, il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés là-dedans et qui traquent tous les manquements. Ça balance des procès qui peuvent coûter plusieurs millions de dollars. Que l'entreprise soit américaine ou que ce soit une entreprise étrangère présente aux États-Unis. C'est le cas de Target, qui a dû payer un accord collectif à plus de 6 millions de dollars. Et je crois qu'il y a eu ils ont aussi dû payer les frais d'avocat, etc., pour encore plus, quand elle a été attaquée par la Fédération nationale des aveugles en 2006. En 2023, il y a eu plus de 4000 procès ADA qui ont été ouverts. On passe maintenant à un truc un peu plus fun, la thune. Donc on va parler rentabilité, donc ce que vous pouvez gagner à faire de l'accessibilité. D'après le rapport de la DRE en 2024, il y a 29% des personnes de 15 ans ou plus qui sont handicapées ou en perte d'autonomie. 29%. C'est une personne sur trois. On parle pas d'un public de niche, on parle de vos utilisateurs, de vos utilisatrices potentielles, et qu'il ne faut donc pas oublier. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a des gens qui ont chiffré le coût. Et d'après un rapport du NIST, un bug, ça coûte jusqu'à 30 fois plus cher à corriger après livraison que s'il avait été évité et détecté en amont. Et ça, vous aurez les sources dans le script. Je vous redonnerai le QR code avec les ressources après. Ça peut sembler assez coûteux à court terme de penser à l'accessibilité et de rendre le produit accessible, surtout si vous y prenez pas assez tôt, mais c'est un investissement à long terme qui rapporte beaucoup. On a des exemples concrets aujourd'hui. Genre Apple. Pourquoi j'ai pas mon image? J'ai plus Internet? J'ai plus Internet. Chier. Pardon.
Excusez-moi une minute. Allez, sois cool. Bon, c'est une poire parodie du logo de Apple. Désolée. Bon, bref. Donc, genre Apple. Je vous avoue que quand j'ai bossé sur cette conférence, je ne m'attendais pas à parler de Apple parce que je ne la porte pas vraiment dans mon cœur. Mais j'ai appris qu'ils étaient vraiment précurseurs dans le domaine du mobile. Quand ils ont bossé sur l'iPhone, ils ont réfléchi à comment se démerder pour rendre l'utilisation des écrans tactiles accessibles aux personnes aveugles. Et c'est comme ça qu'est né VoiceOver. Et qu'ils ont vraiment montré la voie à plein d'entreprises pour le faire. Aujourd'hui, tous les écrans tactiles, quasiment, sont dotés de lecteurs d'écran. Et ils font pas ça pour la fame. Ils considèrent que l'accessibilité, c'est un droit humain. Il n'y a pas que les personnes handicapées qui en profitent aujourd'hui. Les produits Apple sont assez faciles à prendre en main parce qu'ils sont accessibles et c'est encore plus facilité par l'écosystème où chaque produit est interconnecté. Et ce que je viens de vous raconter sur Apple, c'est pas juste du marketing, c'est pas juste ouais, on met un lecteur d'écran, envoyez-nous des fleurs. Ils communiquent pas forcément dessus, mais c'est une réflexion vraiment systémique qui participe vraiment à l'autonomie des personnes handicapées. Et j'ai un exemple précis en tête parce que j'ai pas mal de personnes qui font de l'accessibilité ou qui en ont besoin. J'ai eu une discussion avec une amie, Emmanuelle Aboaf, qui fait une conférence d'ailleurs demain, je crois. Pour celles et ceux qui ne savent pas, en plus d'être une badass de la tech, qui a plein de casquettes, elle est aussi sourde et elle est appareillée. Et elle m'expliquait que pour elle, ses appareils auditifs et son implant cochléaire, ils sont littéralement transformés en AirPods quand ils sont connectés aux appareils Apple. Donc déjà, je suis un petit peu jalouse parce que elle peut écouter de la musique et éteindre votre bruit parce que vous êtes bruyant. Bref. Un genre d'événement, ça serait plutôt utile. Et en fait, elle peut écouter de la musique, elle peut passer des appels, elle peut suivre une conf en visio directement dans ses oreilles, sans aucun bricolage, sans dongle chelou, sans se battre avec des paramètres cachés au fond de 10 menus et sans avoir besoin de taper un sudo pour activer une option. Et c'est pas un hasard. Apple bosse en partenariat avec certaines marques d'implants, avec des associations, et il y en a même qui sont certifiés Made for iPhone. Et Emmanuelle me racontait que pour elle, c'est un game changer parce qu'elle entend mieux quand elle est connectée à ses appareils Apple. Son iPhone, son iPad, tout son écosystème lui offre une accessibilité hyper fluide avec des transitions entre ces différents appareils. C'est natif, c'est pensé pour exister dès le départ. Et du coup, c'est pas juste un ajout en astérix, genre « Ah oui, c'est vrai, il faut penser aux handicapés ». Et elle dit aussi, un truc qui pique par contre par rapport à ça, c'est que le seul problème, c'est que maintenant, elle est totalement dépendante d'Apple. Et je pense qu'il y a de quoi réfléchir sur ce sujet-là, parce que ouais, ça lui donne une super autonomie, mais c'est une autonomie sous condition. C'est sous condition d'acheter des appareils qui valent une blinde à une marque où si jamais ses valeurs changent des tiennes, tu es quand même obligé d'utiliser son truc. Ça pose une vraie question du droit au choix. Aujourd'hui, où il n'y a que 2 ou 3 boîtes qui se bougent un petit peu sur les sujets d'accessibilité, et tout le reste se dit cool, c'est bon, c'est couvert, j'ai pas besoin de m'y coller. Non, c'est pas vraiment normal qu'en 2025, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, dans une société capitaliste, on s'y fait, qu'une personne handicapée ne puisse pas choisir son téléphone, son ordi, ses applications, ses outils d'adaptation en fonction d'un constructeur ou de ses valeurs. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le luxe de pouvoir boycotter parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Parce que ces outils, ils sont essentiels pour elle, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler. Et non, c'est toujours pas un marché de niche. On parle quand même de millions de personnes, de clients, de clientes, d'utilisateurs, d'utilisatrices, de citoyens, de citoyennes. Ça mérite un poil plus que 2 ou 3 gadgets.
Et c'est une grosse opportunité business. C'est une opportunité de pousser des innovations de design, une opportunité humaine, et il n'y a que quelques boîtes qui s'en saisissent, quoi. Donc, les autres, vous foutez quoi. Voilà. Et après, c'est pas la seule grosse boîte qui intègre l'accessibilité dans ses valeurs cœurs. On a aussi Google, on a Microsoft, on a IBM, on a pas mal de banques. Et l'accessibilité, ça fait vraiment partie des raisons de leur succès et de leur rentabilité. Et du coup, je vais vous donner quelques exemples en plus. Toujours pas d'image, je suis vraiment désolée. On a le cas de Tesco. C'était il y a 20 ans. Comme quoi, c'est pas vraiment une mode, hein. Il y a 20 ans, c'était il y a longtemps. Ils ont totalement refondu leur site de e-commerce en 2020 et ils ont pris 20 alpha-testeurs avec différents handicaps visuels. Et ils ont commencé à faire, le dev et le nouveau design en bouclant avec eux et en prenant leur retour et leurs besoins en considération. L'année suivante, ils passent en bêta, ils prennent 70 utilisateurs et utilisatrices aveugles en plus et malveillants, et pour pouvoir tester leur nouvelle interface. Et les changements clés qu'ils ont faits dans leur refonte, ils ont supprimé des images superflues. On est dans les années 2020, il y a les résidus des trucs avec plein d'images et plein de gifs et tout ça. Il y a des descriptions claires sur les liens, ils vont un petit peu plus loin que cliquer ici. Et ils changent la présentation en colonne du site pour une navigation qui est un petit peu plus intuitive et plus native. Ça leur a coûté seulement 35 000 livres. C'est de l'argent de poche pour une grosse boîte. Le résultat, les ventes, elles ont grimpé de 13 millions de livres tous les ans. Et ça, c'est juste en se concentrant sur les personnes aveugles et malvoyantes. Parce qu'en fait, ça n'a pas amélioré les choses que pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ça a fait que c'était aussi plus accueillant pour tous les utilisateurs et les utilisatrices, même valides. Un autre cas, le cas légal et général, c'est encore en Angleterre. C'est un gros assureur britannique avec quand même des enjeux de rentabilité, de réputation, tout ça. Et comme Tesco, ils ont aussi refait une fonte complète du site. C'était accessible dès le début, avec un vrai accompagnement des tests utilisateurs, avec des guidelines clairs. Et résultat, le trafic de leur site a augmenté de 50%. Le taux d'abandon a chuté de 75%. C'est énorme. Ils ont reçu beaucoup moins d'appels au support, donc beaucoup moins de frais de traitement, ça leur coûte vachement moins cher, et donc beaucoup moins de temps perdu aussi. Donc, globalement, la satisfaction client aussi valide comme handicapé a augmenté, et ça, c'est parce qu'ils ont intégré l'accessibilité dès la conception dans leur refonte. Les assurances, on parle d'un secteur plutôt concurrentiel. Donc cette refonte, elle ne leur a pas juste servi à faire du bien, ça n'a pas juste servi à rendre service aux utilisateurs et utilisatrices, ça n'a pas juste permis d'éviter des amendes, ça a généré du chiffre, ça a amélioré l'expérience des utilisateurs et utilisatrices, ça a renforcé la fidélité des clients. L'accessibilité dans les secteurs concurrentiels, c'est vraiment un facteur déterminant. C'est différenciant pour se démarquer. Ça permet d'attirer la clientèle et ça permet surtout de la garder. Ça peut être une vraie arme stratégique. Parce que ces personnes-là, une fois qu'elles ont accès à un service qui est accessible pour elles, comme c'est difficile à trouver ailleurs, elles ne vont pas bouger, quoi. C'est aussi une manière d'améliorer votre référencement. C'est le cas, par exemple, pour la Radio nationale publique d'Angleterre. Ils ont dû répondre à une nouvelle norme, une nouvelle réglementation aux États-Unis, et ils ont dû rendre accessible leur programme en mettant, par exemple, des transcripts pour chacun des podcasts et des émissions qu'ils avaient. Et ils ont constaté un changement vraiment significatif. Il y a des utilisateurs et des utilisatrices dont l'anglais n'est pas la langue principale et qui se sont mis à mieux comprendre le sujet. Il y a aussi des personnes qui sont mis à apprendre la langue grâce à ça. Ça a rendu les traductions beaucoup plus faciles, parce que il y a des textes sur lesquels déjà se reposer. Les flux de recherche ont augmenté de 6%. Et ça a permis aussi de pouvoir chercher des programmes et des sections spécifiques d'un audio juste avec des morceaux de texte. Et en utilisant Google Analytics, ils ont aussi constaté qu'il y a plus de 7% des visiteurs qui ont vu au moins un transcript. Donc 7%, c'est quand même une bonne base, et que le nombre de visiteurs a augmenté de 4%. Il y a aussi eu une augmentation des partages de liens dans les articles ou sur les réseaux sociaux
Et là, c'était aussi de 4% à peu près. Maintenant que je vous ai fait flipper avec la loi, que je vous ai appâté avec de la thune, on va parler des raisons principales quand même de se pencher sur l'accessibilité, parce que je vous avoue que ça m'arrache un petit peu la gueule de vous dire faut penser à la loi, faut penser à la thune, alors qu'il y a quand même des vrais gens derrière. Parce qu'on peut être conforme sans être accessible. On peut chercher la rentabilité et passer totalement à côté de toutes les personnes concernées. Et j'ai un très bon exemple de ce qui arrive quand on fait de l'accessibilité sans vraiment comprendre le sens, les outils de surcouche. Alors, juste un petit warning, je ne vais pas vous citer de nom, je n'ai pas non plus mis de lien spécifique dans les ressources qui mènent vers un outil de surcouche en particulier. Parce que quand on alerte sur le problème d'accessibilité des outils de surcouche, il y a souvent des procédures bâillons qui débarquent pour vous faire taire. Et j'ai ni les moyens ni l'énergie pour ça. Donc je vais vous parler en généralité. Il y a probablement des outils de surcouche qui font un petit peu mieux que les autres et qui ne mentent pas sur la marchandise. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop ça. C'est un marché qui repose sur une promesse assez facile avec des solutions de vitrines superficielles qui passent totalement à côté des sujets des utilisateurs et des utilisatrices. C'est des boîtes qui profitent de votre culpabilité et de votre flemme en vous vendant une bonne action prête à coller en une ligne de code et qui à la fin ne tiennent absolument aucune promesse. C'est probable que vous avez déjà vu des petits widgets colorés qui sont collés sur des sites et qui vous proposent de passer à un contraste élevé, d'agrandir des textes ou de lire des pages à voix haute. Sur le papier, c'est vachement cool. Vous ajoutez un bouton et vous enlevez une épine du pied, vous avez juste un petit chèque à signer. Sauf qu'en vrai, c'est une illusion. On vous promet une conformité automagique, on vous promet une installation en une ligne de code opérationnelle en moins de 48 heures. Et il y a même des outils de surcouche qui promettent une protection totale contre les poursuites légales. C'est faux. Pourquoi ? Parce qu'ils dupliquent souvent assez mal les outils que les utilisateurs et utilisatrices qui en ont besoin utilisent déjà. Genre le lecteur d'écran, il y a des outils de surcouche qui ajoutent un lecteur d'écran, alors que en fait, les personnes qui en ont besoin, elles ont le leur. Et celui qu'elles utilisent, en général, est vachement plus performant parce que c'est des gens qui s'y connaissent qui le font ou des gens qui bouclent avec les personnes concernées. Les contrastes élevés, c'est pareil, ça peut déjà être géré par l'OS et vous prenez le risque que ce soit plus lisible. Faut toujours vérifier avec un œil humain que les changements de couleur automagiques, ça cradosse pas tout et qu'on rend pas le truc invisible. Parce que les couleurs, c'est pas forcément géré de manière générique sur tout votre site. Donc il y a un gros travail à faire derrière. Et parfois, il y a ces outils empirent encore plus le confort de l'utilisateur. Il y en a qui perturbent totalement la navigation clavier, donc qui empêchent des utilisateurs qui utilisent que le clavier d'aller sur le site. Il y en a d'autres qui créent des conflits avec les outils d'assistance de l'utilisateur et l'utilisatrice. Genre, il y a des outils qui obligent l'utilisateur à éteindre son outil d'adaptation pour pouvoir naviguer sur le site. C'est totalement contre-productif. Et en rendant certaines pages complètement inutilisables aussi, parce que parfois, il y a une refonte à faire totale pour que l'outil de surcouche fasse le travail minimum qu'il est censé pouvoir faire. Bref. Tout ça pour dire que les outils de surcouche, ça ne corrige pas tous les problèmes d'accessibilité, ça les camoufle, voire ça en cause. Et les personnes concernées, celles pour qui ces outils sont censés exister, elles les détestent. Donc vous payez vraiment pour rien. On a des exemples, genre Patrick Perdu qui explique dans le New York Times qu'il passe plus de temps à contourner les outils de surcouche qu'il passe réellement à naviguer sur le site. Donc c'est le genre de truc qui fait vraiment fuir vos cibles, vos cibles de vos produits. Et j'imagine que c'est pas vraiment le but. Parfois, on cherche des solutions super complexes pour faire des interfaces super stylées, alors que juste un composant natif avec un petit peu de CSS, ça aurait largement suffi. L'accessibilité, ça peut aussi être choisir la simplicité qui fonctionne plutôt qu'une complexité qui casse. On a quand même des cas d'entreprises qui font ça par volonté, par valeur, en plus de le faire aussi pour la rentabilité, mais qui font des transformations de fond. Et là, j'ai le cas Barclay.
Normalement, c'est une autre image que vous avez. C'est un cas où l'accessibilité est non pas perçue comme une contrainte légale, mais comme un levier d'innovation et de performance. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Barclays, c'est l'une des 5 plus grandes banques britanniques. J'ai beaucoup d'exemples britanniques parce qu'il y en a plein qui font des trucs bien. Au départ, il n'y avait vraiment aucune stratégie globale sur l'accessibilité. C'est juste partie d'une initiative d'une partie de l'entreprise. Ils ont lancé des distributeurs de billets qui parlent. C'est une technologie qui existait déjà. Ils ont mis ça dans les distributeurs de billets. Ils l'ont diffusé. C'est un peu comme la télécommande. C'était pas vu comme une initiative de dingue. C'était pas méga coûteux. C'était pas révolutionnaire. Ils voulaient juste répondre à un besoin, rendre les distributeurs de billets accessibles aux personnes aveugles. Et donc arrêter d'exclure une partie de leurs clients du système. Et puis, boum, les clients concernés ont fait des retours super positifs. Barclays a reçu plusieurs prix. Un de la part de Technology for Good Award, qui récompense l'utilisation innovante d'une technologie existante pour améliorer la vie des personnes handicapées. Et plus tard, un prix du Business Disability Forum, j'ai un super accent anglais, pour ces différentes innovations technologiques, dont ces ATM. Et ça a déclenché un gros déclic dans l'entreprise. Ils se sont rendus compte de la différence que ça faisait. C'est une innovation, une petite action, et ça a fait un gros changement pour leurs utilisateurs et utilisatrices. Donc ils ont cherché à aller plus loin. Ils ont transformé totalement leur entreprise, vraiment en profondeur, avec l'ambition assumée et affichée de devenir la FTSE la plus accessible. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est une FTSE. Je suis pas très... je vous laisserai chercher. C'est pas mon sujet. Ils ont mis un sponsor au comité exécutif. Il y a une équipe totalement dédiée à l'accessibilité avec Paul Smith en tête. Et surtout, ils n'ont pas fait que l'afficher, ils ont agi vraiment sur 3 piliers fondamentaux. Le pilier Think, ils ont formé des salariés sur l'accessibilité, et en les formant vraiment sur les enjeux, en déconstruisant des mythes. Et ils ont produit des vidéos en interne et publiques, juste pour ça. Vous pouvez les trouver sur Internet, elles existent encore aujourd'hui, et ils continuent d'en produire. Le pilier Feel, ils ont sensibilisé via des témoignages et des mises en situation pour montrer vraiment la réalité de l'impact du handicap et de l'accessibilité sur les gens, pour que on comprenne pourquoi on le fait en fait. Et le pilier Act, ils ont fourni des outils, ils ont fourni des guidelines, des templates, un accompagnement pour intégrer l'accessibilité dans les projets dès le début. C'est pas juste du one-shot, ils ont ancré tout ça dans leur culture, dans leur process, dans leur quotidien. Et ça a permis de lancer plein d'initiatives et d'innovations qui ont été pensées par tout le monde. Une carte bancaire avec des contrastes élevés, une app mobile accréditée par AbilityNet avec une navigation simplifiée et des visio-interprétations, etc. Des services spécifiques pour les clients sourds et les clients malvoyants. Des postes de travail adaptables pour leurs employés, des locaux qui ont été totalement repensés. Et tout ça, ça a été vraiment co-construit avec les personnes concernées. Rien sur nous sans nous. Ils bossent main dans la main avec des associations, ils font des enquêtes utilisateurs et utilisatrices, ils testent tout ce qu'ils font en conditions réelles, et ils disent qu'ils ne font pas ça par charité, mais ils le font quand même en comprenant les réels besoins des personnes. Et en se mettant vraiment à leur place, pas juste pour leur tirer de la thune. C'est aussi pour pouvoir leur proposer leurs services. Et ça leur amène quand même un gros business. Ils estiment le pouvoir d'achat qu'on manquerait à ne pas penser à l'accessibilité à 265 milliards de livres. Ils appellent ça la Purple Pound. Et ça paye. Les clients sont plus fidèles que la moyenne, parce que les services accessibles sont assez rares sur ce genre de milieu. Quand ils en trouvent, ils n'ont pas envie de bouger. Et la satisfaction client, encore une fois, elle augmente. Il y a plus de fidélisation, il y a une meilleure image de marque qui est délivrée par les employés comme par leurs clients. Et il y a une grosse efficacité en interne et une grosse attractivité RH. Et ça, pour un coût d'investissement qui est plutôt faible. Parce que comme c'est fait au cœur du fonctionnement de l'entreprise, tout le monde y pense. Et donc, les personnes gardent des bons réflexes parce qu'elles sont sensibilisées en continu.
Et ça a eu d'autres effets secondaires positifs. Ils ont attiré beaucoup de talents, et des talents qui sont diversifiés, et plus on a des talents diversifiés, plus on pense à faire des choses pour le plus grand nombre. Ça a amélioré beaucoup la créativité de leurs équipes, et ça a créé un cercle vertueux, plus de diversité, plus d'idées, plus d'innovation et plus d'inclusion. Conclusion. J'ai pas mon texte. C'est pas grave. Il manque une partie, mais c'est pas grave. Conclusion, on a plein de bonnes raisons de faire de l'accessibilité. On a plein de choses qui nous disent d'en faire, et on en a très peu qui nous disent de ne pas en faire. Ça peut coûter un petit peu d'investissement. On calcule ça peut aller jusqu'à 10% pour les plus petites entreprises de la poche budgétaire de l'entreprise, mais ça peut rapporter énormément de choses. Mais ça rapporte aussi beaucoup aux gens à qui vous offrez vos services. On parle de gens, on parle de peut-être vous plus tard, on ne sait pas, on essaye de ne pas souhaiter, mais du coup, voilà, j'avais des très bonnes phrases dans ma conclusion, je suis désolée, je ne l'ai pas noté. Je vais m'arrêter là, pardon. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous aurez la conclusion dans les transcripts. Et c'est la première fois que je donne cette conférence. C'est pour ça que j'ai beaucoup lu, parce que j'étais très stressée et que j'avais mon cerveau qui ne fonctionnait pas. Mais je compte encore la retravailler. Donc si jamais vous voulez me faire un retour constructif, que ce soit sur Open Feedback ou en allant me chercher sur LinkedIn et en m'envoyant des messages, ou je reste sur la conférence aussi. Je suis très preneuse des retours sur les informations que je vous ai données, sur est-ce que c'était pertinent, est-ce que ça vous donne envie de faire de l'accessibilité, et voilà. Angie, est-ce que tu acceptes les questions? Oui, j'accepte les questions. Merci pour cette conférence. J'avais juste une petite question. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait... Enfin, vous... On peut tutoyer. Voilà. Je ne suis pas assez vieille. Oui, tu disais que ce week-end, il y allait avoir une nouvelle loi qui va passer pour les nouvelles trucs plus restrictifs. Est-ce que ça prend en compte les outils, enfin, par exemple les outils qui sont en interne dans les entreprises, est-ce qu'ils peuvent être pénalisés si elles ne respectent pas forcément les accessibilités? Non, là on parle de... Enfin, cette loi, il me semble qu'elle est spécifiquement pour ce qu'on propose au public. Okay. Mais vous avez d'autres problématiques sur les outils en interne. C'est vrai, il y a vraiment un sujet de discrimination, un sujet RH à discuter en interne. Parce que si vous embauchez pas des gens parce que les outils sont pas accessibles, et ben, vous risquez quand même les prud'hommes. Très bien, merci. Bonjour, merci pour le talk. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus pour t'aider à compléter la conclusion. Enfin, je trouve que pour inciter les développeurs à vraiment s'intéresser à l'accessibilité, souvent les développeurs ils sont assez fiers de faire du code propre, optimisé, alors que bon, l'utilisateur en lui-même, il n'y aura sûrement pas de différence. Alors qu'un site web qui n'est pas accessible, même si c'est juste un petit composant, que ça a l'air de rien, ça peut complètement bloquer beaucoup de personnes. Et je trouve qu'un code propre, c'est avant tout un code accessible. Donc, clairement, puis l'accessibilité, c'est beaucoup de bonnes pratiques aussi. Enfin, parfois, juste en faisant des bonnes pratiques de front, on fait de l'accessibilité sans s'en rendre compte. Mais ça, si vous voulez, on va en parler un petit peu dans la conférence que j'ai avec Cécilia demain, où on se demande si on n'a pas oublié un truc dans le craft, et on parle d'accessibilité. Oui, un petit spoiler. Mais c'est marqué dans l'abstract, hein. C'est pas totalement du spoiler. Pardon. Bonjour, ici. Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, je suis développeur, on nous demande un site conforme RGA à 100%. Je me pose la question de comment intégrer ces tâches entre guillemets supplémentaires bénéfiques pour l'utilisateur derrière, mais comment les intégrer dans une gestion de projet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on forme les développeurs sur ces 100 critères, 106 critères
pour qu'ils développent des pages front accessibles jusqu'à la phase de validation, qualification et après mise en production. C'est un gros sujet. Il y a plein de formations, formation d'Access 42, de Temesis, de Ideance et d'autres acteurs dont j'ai pas les noms là, mais il y en a plein. On peut suivre les différentes guidelines de personnes qui en parlent beaucoup sur les réseaux. Et après, pour les former spécifiquement, c'est bien d'avoir en fait quelque chose de transverse qui se fait, parce que ça doit, enfin, c'est pas que les développeurs qui font de l'accessibilité, il y a aussi le design, il faut y penser quand on fait le produit, donc il y a les PO et les PM qui doivent y penser aussi. Donc c'est faire des formations, faire des ateliers de sensibilisation, mais aussi faire en sorte que ce soit vraiment dans le definition of done des applications et de ce que vous produisez en fait. C'est genre quand vous faites un nouveau bouton, ça doit être dans les specs, qu'il doit être, on peut y accéder avec le clavier, que les contrastes sont bons, que s'il y a une image, si le logo, si le bouton c'est juste une image, il doit y avoir une alternative descriptive. C'est plein de choses comme ça. Mais ça, c'est plus quelque chose pour une autre conférence, le To Be Continued, où vous pouvez aussi aller voir, il y a plusieurs conférences sur l'accessibilité. Il y a Emmanuel Aboaf qui fait une démonstration demain sur comment commencer l'accessibilité sur du front. Ça répond bien à la question ou pas ?